Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Salut Arch, Salut, merci d'avoir accepté mon invitation. plaisir, avec plaisir. Eh bien, je suis très contente qu'on arrive à faire cette interview. On s'est rencontrés à Octogone, toi et moi. Ouais, exact, en octobre dernier, présenté par Manitou, je crois. Exactement. Merci Manitou pour ça. Grand merci Manitou. Je vais te laisser te présenter si tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es. Volontiers. Alors moi c'est Arch, de la chaîne du même nom, Arch RP. Je suis pas allé chercher très loin sur mon nom de chaîne. J'ai 31 ans et je fais du jeu de rôle depuis que je suis tout gamin. J'ai dû commencer, j'avais peut-être 12 ou 13 ans, grand maximum. Et donc je suis créateur de contenu sur internet en rapport avec le jeu de rôle. À mes heures, je suis également auteur, j'écris un tas de choses, des scénarios, un bouquin, des nouvelles, voilà. Je suis un mordu de création. Ok. Et donc d'ailleurs, tu as créé pas mal de choses, des univers, des systèmes. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est l'univers dans lequel tu excelles? Alors, effectivement, j'ai créé plusieurs univers et je suis passé par beaucoup d'univers que je déploie, notamment pour la chaîne Twitch, en l'occurrence. Je masterise un peu de tout, j'aime tous les univers, je suis à l'aise un peu partout. Mais la particularité de ce qu'on fait sur ma chaîne, je dis on parce que pour moi c'est vraiment coopératif entre moi et les joueuses et les joueurs. Ok. La particularité, c'est que on a un seul système de jeu qu'on utilise, qu'on décline sur différents univers. Donc ça peut être du medieval fantasy, ça peut être de la science-fiction, ça peut être quelque chose de plus space opéra, comme ça peut être du cyberpunk. Enfin, on fait un petit peu de tout. Et donc ce système de jeu, c'est un peu la base qui fait qu'on se retrouve un peu partout, qu'on arrive à faire jouer les gens sur tous les environnements possibles. Alors ça nécessite parfois de le réadapter, mais c'est la grande force de ce qu'on fait. Ok. La base de la chaîne, c'est pas simplement le MJ, différents univers, un système et des joueurs. J'ai eu l'idée en fait de condenser tout ce qu'on fait dans une espèce de grand univers global, une espèce d'univers un peu sombre, qui est un peu hérité de tout ce qui est en rapport avec Lovecraft, Giger, avec des travaux de SF un petit peu glauque, on va pas se mentir, un univers un peu de science-fiction un peu horrifique, et du coup que j'ai appelé l'Arche, tout bêtement, au sens cette fois-ci vraiment de pont. Et donc l'ensemble des jeux de rôle qu'on fait dans tous les univers sont entremêlés dans ce truc-là, ce qui fait que le système de jeu, c'est pas juste notre système, c'est le lien, il y a une raison en fait, jeu de rôle à tout ce qui se passe, il y a une espèce de fil tendu, et c'est ce qui fait qu'on arrive à se retrouver un peu partout. Ok, donc même en jouant dans des univers différents, en gros, tu arrives un peu à raccrocher à cette arche les histoires, les scénarios, c'est ça? Exactement. En fait, le principe qui a été découvert par les joueuses et les joueurs à la fin 2024, ils ont découvert qu'ils étaient des entités pensantes dans ce monde de science-fiction un peu horrifique, un peu glauque. Leur personne, leur entité dans l'Arche se souvient de toutes leurs incarnations. Qu'ils aient rêvé d'être sur notre univers de fantasy qui s'appelle Anathème, qu'ils aient été dans Star Wars, dans n'importe quel jeu de rôle, en fait, leur être conscient a les souvenirs de tout ça. Ok, génial. Et en fait, se rend compte que tout ce qu'il fait, c'est un rêve. Et le principe de la chaîne, c'est qu'on fonctionne par saison. Donc on fait une saison de jeu avec 3-4 univers de jeux de rôle avec des petites campagnes, des one-shots, une intersaison dans l'Arche, une nouvelle saison, et ainsi de suite. Et à chaque fois, donc, ils accumulent à travers leurs expériences en jeu de rôle et leurs XP de personnages, ils accumulent en fait du temps qu'ils utilisent dans l'Arche pour comprendre ce que c'est cet univers. Ok. Parce que la particularité de l'Arche, c'est que je ne leur ai donné aucune information. Ils découvrent tout au fur et à mesure. Ok, aucune information, c'est-à-dire que la première partie que tu as fait avec eux, ils sont arrivés avec rien. Avec rien.
D'accord. Comme l'Arche est construit sur un univers de SF horrifique, je leur avais quand même dit, pour ceux qui voulaient venir, que c'était de l'horrifique, ils savaient que c'était de la SF, ils connaissaient les travaux que j'avais utilisés en référence, je leur avais donné des débuts de tempo, et évidemment j'avais mis tout un tas de trigger warning, parce que quand on descend rapidement dans quelque chose de très horrifique, qui joue sur du biomécanique, qui joue sur des concepts qui revisitent un peu la place de la machine et de la chair dans la moelle en fait de tout ce qu'on entreprend, c'est obligatoire de dire à l'avance de quoi ça parle, parce que sinon on peut rapidement mettre mal à l'aise. Mais oui, ils ont débarqué, ils ont eu la première intersaison à la fin 2024, début 2025, donc vraiment vers la nouvelle année, et donc il y a 6 personnes qui ont essayé de se lancer dedans, ils ont tous fait donc avec moi une séance d'1 heure chacun. En solo? En solo, ouais. D'accord. Donc j'ai fait 2 soirées, j'ai fait 3 joueurs une première soirée et 3 joueurs une deuxième. Donc c'était 1 heure seul avec moi, ils commençaient dans une espèce de carte qu'ils avaient tous en commun et ils devaient essayer dans l'heure qu'ils avaient de comprendre un peu où ils étaient. Ça a été au début très compliqué parce que ils savent pas ce qui se passe. Ils ont une situation qui est très compliquée, leur fiche de personnage est quasiment vide parce qu'ils doivent aussi la construire en un dans l'univers. Ok. Donc vraiment, ils démarraient de rien. Génial, c'est un super concept. C'est quelque chose qu'on fait nous aussi régulièrement, de se lancer un petit peu comme ça en n'ayant rien, et la sensation de construire ton personnage en découvrant l'univers petit à petit, je trouve que c'est génial. Tu peux tellement l'adapter, ou tu peux tellement prendre le contre-pied et faire quelqu'un qui n'était pas du tout adapté à ce genre d'aventure. Je trouve ça extra. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que comme leur être profond se souvient de leurs différentes incarnations, ça peut donner des choses très drôles. Par exemple, il y en a qui ont dans un jeu de rôle Star Wars incarné quelqu'un d'assez chaotique, un peu cruel, et qui dans un autre univers ont incarné un paladin loyal bon. Au moment où ces deux consciences arrivent au même moment, leur personnage de base, leur être profond est dans la contradiction. Oui. Et donc j'en joue dans cet univers un peu horrifique, j'en joue en les faisant basculer d'un côté ou de l'autre, et ça crée des moments à la fois très confusants et en même temps très intéressants, puisque forcément quelqu'un qui se rappelle avoir vécu plusieurs vies dans des endroits complètement divers, tu le mets là-dedans, ça crée des situations un peu tendues. Et qui s'est retrouvé dans des places complètement différentes, avec des rôles complètement différents, oui, j'imagine. Exactement, ouais. Ok, c'est trop bien. Voilà, c'est un peu le propos de la chaîne. Ça a été construit comme ça, et écoute, les joueurs et les joueuses apprécient, donc on continue. Et c'est toujours les mêmes joueurs et joueuses, ou est-ce que ta table change en fonction de tes saisons? En fait, j'ai un concept sur la chaîne, c'est que tous les joueurs sont des viewers et tous les viewers sont des joueurs. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai réfléchi à la chaîne Twitch, je me suis dit, c'est dommage, il y a beaucoup de chaînes qui font de l'excellent contenu, mais à chaque fois on se contente d'être spectateur. Parfois on arrive avec les points de chaîne, avec des subs, etc. On peut interférer, mais c'est souvent des groupes assez fixes qui font des jeux de rôle et en fait qui montent leurs aventures. Oui. Et j'avais envie un petit peu de prendre le contre-pied en me disant, mais moi j'ai envie d'avoir plusieurs personnes, j'ai envie qu'à chaque séance ça change, en fait je veux proposer du jeu de rôle mais de façon vraiment concrète, c'est-à-dire que quelqu'un qui regarde ma chaîne doit pouvoir se dire, la saison prochaine, je m'inscris. Okay. Donc en fait, le concept, c'est que, comme je te l'ai dit, on travaille en saison sur la chaîne. Donc au début d'une saison, je propose 3 univers, souvent 3 très différents. Là, actuellement, pour donner une idée, je joue donc sur un univers de Medieval Fantasy, je joue sur Warhammer 40 000 et je joue sur les Chevaliers du Zodiaque à l'époque de la guerre de Troie, dans la Grèce antique. Okay. Donc en fait, j'ai ouvert des inscriptions pour différentes petites campagnes, donc des petites campagnes de 3 et 4 séances, c'est vraiment des tout petits trucs. Et en fait, j'ai invité les joueuses et les joueurs à s'inscrire. Donc certains ont pris 2 campagnes sur le Medieval Fant, d'autres ont pris une campagne de chaque côté. En tout et pour tout, quand j'ai lancé la chaîne il y a 3 ans de ça, j'avais entre 6 et 7 joueuses réguliers qui venaient. Aujourd'hui, ma dernière salve d'inscription, ils sont une 30aine. Ok, waouh. Donc c'est sûr que les fans de la première heure sont parfois un peu frustrés parce qu'ils avaient l'habitude de jouer avec moi quasiment tout le temps. Oui. Et maintenant, parfois, il y a 1 ou 2 mois de délai avant de refaire une série de parties. Bon, ça c'est malheureusement la rançon du succès, si j'ose dire. Et oui, complètement. Et comment tu fais quand tu as 30 inscriptions? Tu divises en tables différentes? Exactement, ouais. Ok. Là, j'ai géré de façon suivante. Donc pour le Medieval Fantasy Anathem, qui est en fait notre univers de référence sur la chaîne, c'est l'univers dans lequel on a construit la chaîne. En fait, j'ai divisé en 5 campagnes, donc 5 campagnes courtes de 4 séances chacune, et j'ai mis 5 personnes par groupe. Ok. Côté Chevalier de Zodiac, donc j'ai 2 campagnes de 6 séances chacune.
Donc j'ai 3 personnes d'un côté et 4 de l'autre. Et Warhammer 40 000, c'est une campagne un peu plus longue, mais que je réfléchis un peu dans un esprit un peu de tactique. En fait, je veux pas faire 5 Space Marines, par exemple, qui vont à l'assaut d'un monde. Oui. Les joueurs vont incarner 5 commandants, donc de 5 factions de l'univers Warhammer 40 000. Je travaille en fait sur une grande carte planétaire où ils vont en fait devoir bouger leurs pions et le jeu de rôle se fera dans des grands moments de briefing stratégique. Ok. Donc en fait, entremêler un côté plateau et un côté jeu de rôle strat. Et donc là, c'est une campagne, je pense, de 7-8 séances et il n'y a que 5 places pour le coup. D'accord, ok. Eh ben dis donc, chapeau. Est-ce que c'est ton travail principal? Est-ce que tu as un emploi à côté? Parce que ça me paraît énorme comme temps investi pour réussir à faire tout ça. Parce que tu me dis que ça a commencé fin d'année, on est au mois de février, quoi. Tu vois, c'est pas un projet que tu as lancé en 2022 dont tu es en train de discuter. Là. Ah non. Alors la chaîne en elle-même, elle va fêter sa 4e année, en sachant que la première année de la chaîne, c'était une campagne justement fixe avec, j'avais 4 personnes avec qui j'ai fait une grande campagne qui a duré un peu plus d'1 an. Et après cette campagne, en fait, on a dit qu'on arrêtait là parce qu'on avait raconté ce qu'on avait raconté, et c'est là que j'ai ouvert et que j'ai vraiment commencé à ramener du monde et à leur dire mais n'importe qui peut jouer, venez jouer. Pour te répondre, oui, j'ai un emploi à côté, j'arrive à concilier, mais j'ai un emploi qui me donne beaucoup de temps libre, D'accord. donc j'arrive à moduler mon temps. Ok. Mais ça doit quand même être un sacré investissement, j'imagine. C'en est un, mais on va dire que j'ai une capacité de travail qui est assez, qui moi m'impressionne, parce que quand je vois des gens de mon entourage qui font du jeu de rôle, des maîtres de jeu qui galèrent parfois, ils mettent 3-4 mois à écrire un scénar, moi quand je me mets dans des moments très précis, sur une demi-heure, 1 heure, je peux te pondre un scénar, 2 scénars, j'arrive à abattre une grosse somme de travail très très vite. Ok. Je sais pas trop d'où ça me vient, mais j'ai des espèces de phases de rush, et en fait, je peux aller très vite à faire des choses que d'autres mettent plus de temps à faire. Ok. En tout cas, vite ou pas vite, ça montre ton degré de passion, j'ai envie de dire, et ton degré d'engagement. Justement, tu parlais de Twitch. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellée. J'ai vu que tu avais une chaîne YouTube aussi, Oui. mais tu es beaucoup plus actif sur Twitch que sur les autres plateformes. Et je trouve que pour du jeu de rôle, c'est pas commun. Comme tu disais, en général, on est beaucoup à faire des actual plays, à les enregistrer et à les mettre après en diffusion. Toi, tu as vraiment choisi Twitch. Comment ça se fait? Je me dis, c'est quand même particulier. T'es en live, t'as pas de filet de sécurité. Alors c'est parti de quoi? En fait, c'est parti d'un manque de temps et d'un manque de matériel. D'accord. En fait, il y a 4 ans, quand je lance la chaîne, je suis donc avec mes 4 copains, on fait la première année en campagne fermée tous les 5, et on se dit qu'on a envie un petit peu d'essayer de montrer ce qu'on fait, on avait envie de lancer ce JDR, et en fait ils ont sauté sur l'occasion, puisqu'à la base, l'univers, donc Anathème, qui est l'univers en fait de lancement de la chaîne que j'ai fait avec eux, à la base c'est un univers dans lequel je construis un bouquin. Et ils m'ont dit, ça fait quand même des années que t'es sur ce bouquin, ça fait je ne sais combien de fois que tu le refais, tu nous teases avec, parce que c'était de vieux copains, on en a marre, est-ce qu'on peut au moins jouer en jeu de rôle là-dedans? Et je sais plus comment on est arrivé là, on s'est dit il faudrait qu'on monte nos aventures, des fois que ça plaise, ça se trouve un jour le bouquin sortira et la chaîne Twitch, il y aura 200 personnes dessus et ce sera une super promo. Bon, donc en fait on n'est pas sur Twitch pour ça, également parce qu'on voulait faire ça de façon organique en fait, montrer vraiment comment ça se passe avec les ratés, les soirées où il y a que de l'échec critique et où on peut pas refaire un montage, enfin ce genre de choses quoi, ça nous paraissait organique. Et à côté de ça, à l'époque, faut savoir que j'avais un travail qui était beaucoup plus prenant, et en fait c'était juste impossible pour moi de passer du temps sur le montage, en sachant que également la machine, l'ordinateur que j'avais commençait à être vieux et arrivait pas à monter correctement les vidéos, donc parfois je faisais des exports vidéo, je voulais les mettre sur YouTube, j'avais 3-4 heures d'export pour une vidéo qui faisait 2 heures, et au bout de 3h59 tout crash, blue screen, et faut tout recommencer. Ah non. Et j'avoue que au bout de 2-3 fois tu te dis c'est bon, Twitch c'est très bien. Oui, c'est vachement moins drôle, Voilà. j'imagine, oui. Ouais, voilà. Enfin, moi, ça m'impressionne dans le sens où je suis pas sûre que sur Twitch, j'arriverais à jouer avec la caméra et tout ça en plus, je crois. Alors je suis le seul à avoir la caméra. D'accord. Je fais souvent des invitations, donc j'invite d'autres streamers à venir, ou des gens de YouTube. Avec eux, je mets la caméra parce que en fait, on se rend compte qu'entre nous, on l'a tout le temps, donc on n'est pas dérangé. Mais comme justement
maintenant j'ouvre ma chaîne à tout le monde, il y a plein de gens, notamment les débutants, ils viennent, ils ont pas envie de montrer leur tête, donc j'ai un petit système de tokens qui s'allument, etc. quand les joueuses et les joueurs parlent, ça fait très bien le travail, mais effectivement, moi je suis en partie classique, il y a que ma tête qui s'affiche avec avec le tabletop, donc il faut que je gère aussi un petit peu les mouvements au niveau de la caméra. Ok. Ok, bon, en tout cas, c'est original. Et d'ailleurs, sur Twitch, tu fais pas que du jeu de rôle. Alors ça, c'est la grande question. Dans la problématique de temps, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce que je fais prend beaucoup de temps et ne pas avoir une équipe fixe m'oblige à travailler plus sur ce que je fais et à tout le temps être dans l'émulsion créative. Donc j'essaye un petit peu de diversifier la chaîne Twitch et un petit peu le YouTube, parce que le YouTube est en construction également. J'essaie de faire d'autres types de contenus. J'ai fait des interviews de créateurs, j'ai proposé et je propose encore des lives que j'appelle ateliers. Donc en fait on prend des concepts de jeux de rôle ou un type de jeu de rôle ou des univers et soit moi avec le chat ou moi et des invités on papote autour d'une question principale. C'est pas forcément un débat, hein, c'est juste pour donner nos ressentis, nos avis, les confronter au chat, aux gens qui viennent. Voilà, c'est pour échanger autour du jeu de rôle. J'ai pas un côté enseignement entertainment, je sais pas comment je peux le décrire. Non mais ça se voit beaucoup, je sais que sur TikTok, sur Insta, il y a des gens qui font ça très bien, hein, qui font des contenus sur les classes de D&D, qui font des contenus sur comment bien intégrer un personnage. Enfin, je respecte énormément ça parce qu'il y a un travail de fou derrière. Moi j'ai clairement pas le temps de le faire. Je sacrifie le non-jeu de rôle pour juste me concentrer sur mes joueuses et mes joueurs. C'est finalement ce qui moi me fait vibrer en fait. Ok. Mais oui, je crois que tu as ce que tu appelles les soirées communes, il me semble. Oui, ouh là là, oui. Et un peu de jeux vidéo aussi, je crois. Bah en fait les deux sont liés. La commu commence à être importante sur la chaîne. J'avais un petit noyau et le noyau est en train de s'élargir. Et donc on a décidé tous ensemble avec mes modérateurs de faire une soirée par semaine maintenant où on prend un jeu vidéo et en fait on joue ensemble simplement pour resserrer les liens et pour faire autre chose que du jeu de rôle. On a fait du Baldur's Gate, on a été sur les dernières sorties de stratégie type Age of Mythology qui était ressorti récemment. On a fait du Among Us récemment aussi, on s'est bien marré. Voilà, on fait c'est vraiment des soirées dédiées à la commu, parce que pour moi c'est important de serrer les liens, qu'on n'est pas juste des gens qui sommes là pour nous connecter, lancer nos dés et nous déconnecter. C'est pas l'esprit que je veux mettre dans la chaîne. Ok. Oui, ça se sent, hein, ce côté envie de faire partie d'une communauté, d'avoir des gens qui interagissent aussi entre eux. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de voir de loin, que cette communauté peut aussi partager des moments, pas forcément autour d'un sujet précis, et qu'elle peut juste se rassembler et papoter ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas facile puisqu'on sait que tout le monde est toujours très sollicité. On a tous 25 Discord avec 25 ping et on a plein de potes partout. Donc on sait que les gens sont très sollicités. On essaye d'être les moins envahissants possible tout en disant si vous avez envie de passer du temps, venez. Si vous avez envie de créer des choses, venez. L'avantage du jeu de rôle, tel que je le conçois, en dehors de l'arche qui n'intervient qu'aux intersaisons, il faut savoir que les campagnes sont connectées. Donc en fait, bien souvent, quand on fait des campagnes les unes à la suite des autres, les gens qui jouent les premières campagnes, leurs décisions influencent les campagnes d'après. Et en fait, il y a cette espèce de mécanique où les personnages se croisent, s'entrecroisent, où certains font face aux conséquences des uns des autres. Ça crée naturellement des débats, ça crée de l'émulsion dans la commu. On a quelques personnages un peu récurrents qui reviennent souvent ou qui sont connus pour prendre des décisions un peu radicales. Ça crée des liens, c'est assez formidable ce qui se passe, je trouve. Génial. Et comment est-ce que toi, tu as été mordu par le jeu de rôle ? Je dirais pas que t'es passionné, toi, je te vois comme étant vraiment mordu, quoi. J'ai l'impression que tu l'as reçu en intraveineuse. Non, mais je pense qu'on peut partir là-dessus. Hein. L'intraveineuse, ça me paraît bien. Je crois, hein. Non, mais on t'aurait pas pu dire mieux. Comment je suis arrivé au jeu de rôle ? Écoute, là, c'est le moment où je raconte un peu ma vie. Je suis navré. Mais compris, avec plaisir. Alors en fait, je reçois le jeu de rôle, donc je suis tout ado. Je me rappelle plus très bien quel âge j'avais, je devais avoir entre 12 et 14 ans. Et en fait, j'arrive au jeu de rôle par un jeu vidéo qui s'appelle World of Warcraft. Donc collégien dans les années 2000, donc forcément la série Warcraft et le jeu WoW, c'est une grosse partie de mon début de vie d'ado, de gamer, etc. Et en fait, j'arrive au jeu de rôle par Warcraft 3 et World of Warcraft. Un jour, je suis sur le jeu, je fais mes quêtes, machin, et je découvre des gens sur le jeu qui tuent pas les monstres, qui sont en train d'écrire des trucs
et qui sont en train de faire comme s'ils étaient des personnages. Et j'ai été curieux, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Pourquoi est-ce que le nain, il écrit qu'il est en train de prendre une tasse de thé? Il n'y a pas de tasse de thé devant lui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Vraiment, je comprenais pas. Moi, je suis ado, j'écris pas très bien. J'avais une fibre d'écriture, j'ai toujours beaucoup écrit. C'est un truc qui me plaisait, mais je me serais jamais attendu à trouver ça dans un jeu vidéo. En fait, je creuse, et au final, je me retrouve dans une communauté de jeux de rôle sur WoW. Du WoW officiel, après, je passe sur, je devrais pas le dire, mais sur des serveurs privés. Entre 2008 et 2012-2013, il y avait une très très forte émulsion côté développement privé autour de WoW. Là encore, je devrais pas le dire, mais c'est un fait, en tout cas côté francophone. Et en fait, il y avait des serveurs spéciaux pour le jeu de rôle qui se montaient. Et en fait, j'ai été dans les premières communes qui étaient là-dedans. Donc je suis arrivé au jeu de rôle par ça. Ça a été un exutoire parce que la période du collège, du lycée, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aujourd'hui me disent « Oh, j'ai adoré mon collège, j'ai adoré mon lycée, il s'est passé que des choses bien. » Ouais, non. On a tous pris tarif à un moment donné. Hein. Et donc, pour m'échapper un peu de ça et d'une situation perso qui était pas folle non plus à la maison, je me suis mis là-dedans. Et en fait, j'ai longtemps été que sur ce jeu de rôle sur WoW. Vraiment, j'ai quasiment fait que ça. J'ai essayé d'autres MMO, Ion, Star Wars, The Old Republic quand il est sorti. Mais au début, c'était vraiment que digital, que du MMO. Je faisais beaucoup d'écrits. Et comme j'étais un peu timide, pour moi, une table avec des gens, avec ma voix, c'était inconcevable. Okay. Enfin, je pouvais pas concevoir ça. Puis les années passant, la vieillesse se faisant ressentir, enfin la vieillesse, le mec qui dit ça, j'ai pas 120 ans, mais disons que je quitte le collège, je rentre au lycée, je sors un peu plus, je fais un peu puis beaucoup de sport, je fais du théâtre, et en fait je me rends compte que ça peut être fun, et je finis par sortir de ma bulle. Pas longtemps après le lycée, je sors de ma bulle et je tente mes premiers jeux de rôle sur table. Okay. C'est l'arrivée de Roll20 et compagnie. Je passe de l'écrit du jeu de rôle privé à l'oral sur les tabletops, on va dire digitaux. Okay. Et ma première partie de jeu de rôle sur table, il me semble, je devais avoir 23 ou 24 ans. Okay. Je fais un nouvel an chez des copains. La personne qui nous héberge, qui était une bonne copine à l'époque, me dit est-ce que je vous improviserais pas un one-shot de jeu de rôle Donjons et Dragons? Alors, ouais, pourquoi pas, j'ai jamais fait de jeu de plateau. Ah bon? T'as jamais fait de jeu de plateau? Bah non. Je fais du jeu de rôle, mais j'ai jamais fait de jeu de plateau. Ça paraît contradictoire dit comme ça, mais c'était la vérité. Et donc, j'ai 24 berges et je me retrouve autour d'une table avec un petit damier, avec des dés pour de vrai, et je suis en mode c'est parti, c'est mon premier jeu de rôle. Et alors, quelle impression? C'était incroyable. Déjà parce que la maîtresse de jeu était très très cool. Okay. Parce qu'elle nous a fait un petit one-shot en nous faisant incarner justement des persos qui n'étaient pas vieux, qui n'étaient pas âgés. Donc on était jeunes, donc on a pu se lâcher. Et puis voilà, j'étais qu'avec des gens que je connaissais bien. Ça a été une super expérience et de là, je me suis dit, c'est bon, tu peux tout faire dans le jeu de rôle, c'est terminé. Tu as fait ta formation Padawan. Voilà un peu comment j'y suis arrivé. Et effectivement, je suis mordu parce que le jeu de rôle se combine bien avec mon côté créatif, avec mon côté écriture. Donc en fait, j'ai jamais arrêté, quoi. Ça a toujours été. Ok, et depuis, sans interruption, ça a fait partie de ta vie, quoi. Ouais. Okay. Mon meilleur pote, je l'ai rencontré sur un MMO, on a fait du jeu de rôle ensemble, on a incarné 2 personnages qui se détestaient. En fait, un jour, on s'est eu en vocal et on s'est dit, mais on s'adore en fait. Voilà, tiens. C'est toute la magie du jeu de rôle d'ailleurs. Exactement. Ceci dit, je dois quand même avouer que le jeu de rôle, ça a été un exutoire, ça a été un truc qui m'a beaucoup aidé, qui m'a renforcé au niveau de l'écriture, parce que comme je faisais beaucoup d'écrits, ça m'a beaucoup aidé, mais ça a vrillé à l'addiction. Okay. À un moment donné, j'ai eu quelques années un peu difficiles, peu de temps après le bac, j'ai eu 2-3 ans pendant lesquels j'ai tâtonné, je savais pas trop où j'allais. J'étais motivé à rien et en fait, je me suis perdu là-dedans. J'y consacrais plus de temps qu'à toute autre chose et là par contre c'était du non-stop, c'est-à-dire que je me levais, j'étais ou sur un jeu de rôle ou sur un jeu ou sur un truc, je ne m'arrêtais jamais. J'avais arrêté mes études à ce moment-là, j'ai pris une espèce d'année sabbatique faussement parce que c'était pas un vrai choix, c'était juste j'ai la flemme d'aller en cours, vas-y j'y vais plus, j'étais à la fac donc bon ça allait, et donc j'ai passé
quelques temps comme ça. J'en suis pas très fier, mais le jeu de rôle peut être addictif. Et je Oui. crois qu'on n'en parle pas assez. Mais clairement, clairement. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir parce que d'un autre côté, c'est aussi ce qui permet de venir tester ta limite et de trouver ton équilibre, ce que tu souhaites accorder à cette passion aussi, qui peut être totalement dévorante. Je veux dire, incarner des personnages, c'est comme des sortes de vies parallèles, quoi. Et je pense effectivement qu'il faut être prudent sur le temps qu'on est prêt à passer à ça et à trouver son rythme dans lequel on est bien, où on garde un certain équilibre entre le jeu de rôle, la vie privée, la vie professionnelle. Le jeu de rôle se combine très bien au support MMORPG, mais en fait il se combine un peu trop bien, puisque quand on est vraiment... quand on est autour d'une table de jeu de rôle en physique ou sur Discord, bon bah on sait que tous les mardis soirs, à telle heure, on est avec les potes, on passe 3-4 heures dessus, et voilà. Quand on a un groupe très très motivé, on est plusieurs fois par semaine, ok. Mais le jeu de rôle sur MMO, il a cette particularité que le jeu de rôle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il y a des gens connectés, il y a des choses à écrire. Tant que quelqu'un est connecté, il peut rencontrer quelqu'un d'autre et créer des choses. Et en fait, il y a une espèce de no limit dans le jeu de rôle sur MMO. Ok. Et en fait, ce no limit crée une espèce d'envie d'en vivre plus, d'en savoir plus. En fait, tu peux rester collé à ton écran pendant des heures et des heures et des heures et des heures et pas voir le temps passer. Ce sera, je pense, le sujet d'une de mes prochaines vidéos YouTube. C'est je veux vraiment parler de cette expérience-là parce que ça m'a apporté autant que ça m'a pris de temps, parce que j'ai récemment fait le bilan des heures que j'avais passées à faire du jeu de rôle. Je les ai rapportées au total de ma vie et j'ai fait ah quand même, ah quand même, d'accord, bon bah voilà. Bon. Mais t'as raison, je pense que c'est un point important. Alors d'autant plus, comme tu l'expliques toi, où il y a cette continuité où à n'importe quelle heure tu peux aller trouver quelqu'un. Mais je pense que même l'accumulation de parties, moi je m'en suis rendu compte, c'est un de mes travers aussi, où j'ai tellement envie de jouer à plein de choses, avec plein de gens avec qui j'apprécie passer du temps, qu'il y a des fois où je me rends compte, j'attaque une semaine, j'ouvre l'agenda et je me dis waouh, j'ai 6 parties cette semaine, quoi. J'ai une soirée disponible pour moi cette semaine, enfin c'est fou. Et sur le moment, je m'en rends pas compte, je prends des rendez-vous et tout ça parce que j'ai trop envie d'aller jouer. Mais finalement, j'arrive à la fin de la semaine, je suis sur les rotules. À mon niveau, moi je stream 3 soirs par semaine. C'est ma limite. J'ai voulu faire plus, à un moment donné, je me rends compte qu'on s'épuise. Donc pour moi, c'est 3 soirs par semaine de live et de jeux de rôle. Je peux faire d'autres jeux de rôle à côté pendant ma semaine, c'est pas un problème, mais je me mets pour le live lui-même 3 soirs. Ce qui en fait quantifie mon travail finalement pour les semaines à venir. En fait, ça me met un ordre et j'arrive à m'en tirer. Comme tu dis, on a plus 20 ans. C'est un fait, je m'en suis bien rendu compte là. La trentaine avance et tu te rends compte qu'il y a des trucs qui marchent plus comme avant. C'est horrible à dire, mais c'est un fait. Mais c'est comme ça. Ouais. Et bah oui, ta vie avance. Personnellement, j'ai quelqu'un dans ma vie, donc il y a aussi du temps pour cette personne parce que j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui comprend ma passion, qui sait que c'est un truc qui me tient à cœur et qui sait que je m'épanouis là-dedans, donc elle me laisse faire. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver, que si tu veux pouvoir contenter ton temps personnel, faire ce qui te plaît, faire ta chaîne Twitch et profiter de ta moitié, à un moment donné, tu fais des choix. Oui. C'est aussi pour ça que j'ai pas d'objectif, parce que c'est un truc qu'on m'a déjà demandé. Est-ce que tu as un objectif pour la chaîne? Est-ce que tu veux cette année faire 30, 40 personnes, etc. J'ai pas d'objectif parce qu'en fait, je suis lucide sur le fait que je n'ai pas de temps suffisant en fait, j'ai pas de budget ni de temps suffisant à consacrer pour en faire un truc de ouf. Oui. Voilà. Et comme j'ai pas d'objectif business derrière, j'ai pas d'objectif de visibilité, j'ai juste envie de partager une passion, en fait, je me rends compte que je le prends bien plus chill que d'autres qui se butent, tu sais, tout le temps ils regardent leurs stats à chaque fin de live, etc. Moi, je suis très chill, donc finalement... Et je pense même que tu ne mettrais pas la même chose dans ton contenu si c'était avec un but derrière. À partir du moment où tu réussis à garder ça comme une passion, même si tu y accordes énormément de temps, énormément d'énergie, mais où ça reste un loisir et une envie de partage et non pas un objectif à atteindre, je pense que ça change aussi ta façon d'être dans cette activité. Oui,
complètement. Et puis, comme on le disait avec Manitou, on plaisante souvent avec ça. Quand on se parle, lui et moi, on se dit, en fait, si on avait voulu percer et faire de l'argent, on aurait fait comme tout le monde. On aurait pris un FPS bien bourrin ou des jeux bien à la mode. On aurait fait des clips de vieux lourds de 30 ans qui hurlent à leur PC. Enfin, non mais Ouais. si on veut faire du marketing et des vues, on sait comment faire, c'est pas le problème. Bien sûr. Là, c'est pas l'objectif. Je crois que c'est ça que ma commu vient chercher chez moi, en fait. Ce côté pas prise de tête. On n'est pas là pour faire des vues, je suis pas là pour faire du grand spectacle avec des sons et lumières. On est juste là pour faire du jeu de rôle, pour s'amuser entre nous. Et en fait, la chaîne grandit grâce à ce côté un peu famille, un peu jeu de rôle entremêlé. Et je pense sincèrement que c'est une croissance qui est beaucoup plus lente, mais qui est beaucoup plus valorisante. Je connais tous mes viewers réguliers, tous sans exception. Ok. Ça transpire de toi, je trouve. Enfin, j'ai en tête une phrase. Les mots seront peut-être pas exacts à la lettre près, mais quand je t'ai rencontré à Octogone, Manitou nous a présenté. Et je t'ai posé une question parce que justement Manitou te disait que je faisais des interviews et je t'ai posé une question du genre qu'est-ce que tu fais? Et tu m'as dit je suis là et je sais pas trop ce que je fous là ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement comment tu l'as Ça me tourné, ressemble bien en tout cas. mais je suis là sans vraiment savoir comment j'ai atterri ici quoi. Et je me suis dit trop bien, c'est génial, c'est génial. Mais parce que Octogone 2024, ils avaient donc créé cette zone Actual Play. Et en fait, ils avaient quasiment clos les inscriptions. Et c'est donc le streamer Rollshad qui me dit au fait, t'es au courant de ça? Ah non, pas du tout. Donc j'envoie un mail pour candidater et avoir mon truc. Personne me répond. Et puis le 5 septembre, donc littéralement moins de 2 mois avant, au fait, c'est bon, t'as un stand. Ah d'accord. Ah bah super, génial. J'ai ni billet, ni Airbnb, j'ai rien. Ok, et bah on sera là. Et il faut amener quoi? Et donc je suis arrivé un peu à l'arrache. Et donc je t'ai rencontré. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis là et c'est déjà pas mal. Parce que j'étais entouré de chaînes qui étaient plus grandes que la mienne, quoi. Donc surtout que il faut savoir que ma chaîne Twitch s'est arrêtée en fait. J'ai fait une overdose de Twitch à un moment donné. Je dis overdose parce que c'est vraiment ça. J'ai voulu trop créer, j'ai voulu faire trop de trucs en parallèle, ça m'a épuisé. Et donc en fait, j'ai rien fait sur Twitch entre février 2024 et août 2024. Ok. Donc vraiment, j'avais plus rien. Donc c'est là que j'ai repensé la chaîne, ce que je voulais faire, que je me suis enfin mis le rythme qui m'allait. Et donc je redémarre mon activité en septembre. Alors étonnamment, toute ma commu est encore là, alors que je pensais ne y avoir plus personne, tout le monde est encore là. Donc je recommence à faire des lives. Et donc là, mi-septembre, il m'envoie ça. Au fait, tu peux venir? Ok, je viens juste de me remettre. Ok, très bien, on y va. Quel bon moyen de remettre le pied à l'étrier quoi. Ah, tu m'étonnes. Ça, par contre, ça m'a mis un vrai coup de fouet. Là, pour le coup, J'imagine. ça m'a challengé et c'était super. Et donc tu parles de ta passion pour l'écriture. Moi j'ai vraiment envie que tu nous parles de ton livre, puisque je me suis retenue depuis qu'on a eu cette discussion d'aller filmer pour ce moment. Alors je t'écoute. Donc j'écris beaucoup et il faut savoir que j'ai en projet, donc quand sortira l'interview, il sera peut-être déjà publié ou en cours de publication. Donc j'ai en tête de faire auto-publier mon premier roman. C'est pas le premier que j'écris, j'en ai beaucoup qui traînent dans mes différents dossiers, dans mes différents PC, mais celui-ci c'est le premier que j'ose sortir. Ok. C'est pas celui dont je parlais tout à l'heure qui est lié à Anathème, c'est un autre roman. D'accord. Pourquoi je sors pas celui d'Anathème? Parce qu'en fait j'ai une idée très précise de ce que je veux pour celui-là et en fait je ne suis pas satisfait, donc tant que je le serai pas, je le sortirai pas. C'est trop important pour moi celui-ci. Donc je me suis dit, écoute, plutôt que de galérer à refaire une 5e fois celui que t'as déjà écrit 4 fois, est-ce que t'en écrirais pas un autre? Et c'est ce que j'ai fait. Bonne idée. Et donc en revenant en septembre, je me suis dit, tu te donnes un mois, tu écris un chapitre par jour pendant un mois. Et le 30 septembre, ton bouquin est terminé en premier jet. Et c'est ce que j'ai fait. Oh, waouh. Donc j'ai écrit les 33 chapitres au rythme d'un par jour pendant un mois. Donc ça a été une vraie discipline, vraiment de fer draconienne que je me suis mis. Il y a des soirs, j'avais pas envie, mais je me forçais à le faire parce qu'il fallait que je le fasse. Et donc c'était des chapitres d'à peu près 5000 mots à chaque fois. Donc
Ça fait quand même 182 000 mots par loin écrits en, en 30 jours. Non, moi, ouais, la vache. C'était pas mal. Et finalement, j'ai été très content de ce livre et donc j'ai décidé de l'auto-publier. Et il y a 5-6 jours, j'ai terminé l'ultime relecture. Ok, Donc là, je suis en attente de tout le côté un peu légal, parce qu'il faut faire des dépôts, etc. auprès de la Banque de France, c'est un peu compliqué. Mais bon, en gros, je suis en attente des mentions légales et des codes légaux pour pouvoir le publier. d'accord. Pratiquement, de quoi ça parle? Le livre s'appelle L'âme vagabonde et il est sous-titré Le jeu de la dame, puisque c'est un livre qui est prévu pour avoir au moins une ou deux suites, tel que je l'imagine. D'accord. C'est un livre qui se passe dans un monde qui, à la base, est un monde de médiéval fantastique, mais c'est un monde qui quitte en fait le côté médiéval et qui est en train de se moderniser. Dans ce monde, tu as deux types de modernisation. Tu as des gens qui veulent moderniser en utilisant une espèce de technologie à base de cristaux de magie, un peu comme nous on utiliserait l'électricité, sauf que eux, ils se servent de cristaux éthérés pour faire marcher leurs inventions. Sauf que c'est difficile à raffiner, c'est une technologie qui part les grandes villes et quasiment uniquement que ça, et des castes un peu privilégiés. En phase 2, il y a des gens qui veulent développer des systèmes mécaniques qui se rapprochent du steampunk, qui utilisent la thermodynamique, qui utilisent la vapeur, qui utilisent des machineries beaucoup moins nobles, mais qui sont ouvertes au plus grand nombre. Ok. Ce monde a un sous-texte sur la conception de la modernité, sur comment un monde médiéval magique qui petit à petit perd de sa magie, cherche à évoluer. Et dans ce monde-ci, on suit trois personnages qui s'appellent Aidan, Elea et Eren, qui ne se connaissent pas du tout. Ils se retrouvent tous les trois au même endroit pour des raisons diverses, et ils se retrouvent en fait embrigadés par la force du destin dans une histoire qui va les amener à se rendre compte qu'ils ont un objectif commun qui va être lié à ce fameux jeu de la dame dont je parle dans le sous-titre. D'accord. Et en fait, de leur rencontre va naître tout un tas de péripéties qui va les amener à cheminer ensemble. Voilà, pour un petit moment. C'est un livre qui est quasiment huis clos, puisqu'en fait, il se passe sur un périmètre géographique qui est extrêmement restreint au niveau du livre. J'ai pas voulu faire du tome 1 un tome d'exposition, ce que souvent on fait quand on crée des univers médiévaux. On a le médiévo fantastique, quand on fait des grandes séries de romans, on a tendance parfois à vouloir trop poser l'univers dans le premier bouquin. Là, l'univers est présent, mais il n'est pas imposé. On s'interroge vraiment sur, entre guillemets, le drame humain, si j'ose dire, qui est en cours à l'endroit où se trouvent les personnages. L'ouverture vers le monde se fera dans l'après. Ok. C'est vraiment bien pour avoir lu déjà pas mal de fois des romans un peu comme ça, où t'as l'impression que la moitié du premier bouquin, en fait, consiste à te raconter l'univers, l'historique de l'univers, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et j'avoue que des fois, c'est quand même très lourd. Donc je pense que c'est très intéressant de partir comme t'es parti toi, d'amener d'abord d'autres choses et de développer petit à petit l'univers qui les entoure. D'autant plus que je distille des petits morceaux de lore, si j'ose dire, au fur et à mesure du bouquin. Typiquement, la première fois qu'on voit un personnage utiliser la magie, j'en profite pour parler un peu de la magie, comment elle est vue, comment les gens l'utilisent, les restrictions qu'il y a sur la magie, pour en fait essayer d'en faire un truc un peu rationnel. Pareillement, quand je décris le premier chapitre, où je décris vraiment l'endroit où va se passer la grosse partie de l'action du livre, je prends du temps pour le décrire, pour donner son historique, parce que ça me paraît important. Mais je vais pas raconter les 350 000 ans d'histoire d'avant, parce que c'est pas c'est pas intéressant. Je suis partisan de distiller en fait des morceaux d'univers, mais pas de l'imposer tout de suite, parce que le world building c'est génial, mais j'ai envie que les gens lisent le premier bouquin et se demandent ok, comment ça marche, cet univers c'est quoi. Je pense qu'en faisant ça je capterai peut-être un peu plus l'attention. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre, d'ici quelques jours? Enfin, comment est-ce qu'il va être diffusé? Donc le livre il va être diffusé en deux temps. Donc dans un premier temps il va y avoir une campagne de financement participatif. Alors en fait c'est pas un vrai financement participatif, puisque techniquement je n'ai pas besoin pour sortir le livre, et en fait c'est la commu Twitch qui me suit, qui m'a demandé mais nous on veut des dédicaces, on veut des goodies spéciaux parce que c'est ton premier roman et on veut être dedans. Okay. Donc il va y avoir une première campagne de précommande. À la date j'ai pas encore de support, mais d'ici à ce que interview sort, j'en aurai probablement un. Donc il y aura 3 semaines de précommande, et ensuite on retrouvera au début le roman principalement sur Amazon en numérique, broché et relié, et ensuite je vais l'étendre petit à petit à d'autres boutiques. Je vais essayer, c'est en négociation, d'avoir des possibilités de vendre certains exemplaires auprès de librairies ou de magasins un peu en ligne spécialisés. Rien n'est fait. Okay. Donc le meilleur moyen de l'avoir, ce sera quand même Amazon. J'aime pas ça parce que je sais que Amazon fait pas forcément du bien au monde du livre, mais ça reste l'outil le plus puissant
pour aller chercher des gens. Donc, Eh bien, hâte d'aller voir ça. et si, comme ça suffisait pas, en attendant le livre, il y a des petites nouvelles numériques qui vont arriver. Voilà, je dis ça. Ok. Voilà, parce que pourquoi faire simple? Bah oui. Et puis c'est vrai qu'apparemment, t'avais pas beaucoup de travail au niveau de ta chaîne, donc il fallait en rajouter un peu. Voilà. Alors, faut savoir que les petites nouvelles que je vais sortir, elles font entre 5 et 15 pages, donc c'est des petits trucs. Mais là, par contre, ce sera du anathème pur jus, c'est donc l'univers de la chaîne qui va sortir. Parce que les joueurs et les joueuses m'ont dit, on veut du lore, on veut connaître des trucs, parce que l'univers est trop vaste, les campagnes, on n'arrive pas à creuser assez, alors que, bon sang, qu'est-ce qu'ils creusent quand même, mais on n'arrive pas à en savoir assez. Donc, fais-nous des trucs. Et donc, je leur ai dit que je profiterais de leur engouement pour aller construire des choses supplémentaires, donc ce que je vais faire. Ok. C'est génial, une commune qui réclame du lore comme ça, d'un côté, c'est une belle preuve aussi d'intérêt. C'est génial et c'est épuisant par contre. si j'ai des joueurs et des joueurs qui écoutent la chronique, et j'espère que ce sera le cas, je vous aime, mais vous m'épuisez. Je vous m'épuisez. J'ai encore récemment un joueur qui est venu dans mes messages privés Discord et qui m'a dit « Oh, j'aime tellement ton univers, est-ce que ça te dérange pas? J'ai écrit 30 pages, est-ce que tu peux les lire ?» C'est-à-dire que, et tu sais, t'es gêné parce que t'as envie de dire oui, mais tu sais que t'auras pas le temps, et donc tu fais d'accord, je vais les survoler, je te promets rien. Et du coup, j'ai contourné le problème parce que je viens de sortir sur mon site un wiki. Donc en fait, ils vont pouvoir écrire tous leurs articles fan-made de monde, de machin comme ça. Ils vont pouvoir tout mettre dans un coin, ça va être une grande base de données. Excellent. Et comme ça, voilà, comme ça, moi, je prendrai les articles que je veux pour les canoniser au moment venu. C'est de la fainéantise, monsieur, peut-être un petit peu. Mais de la fainéantise intelligente. Donc, ça va. Exactement. Donc ça va, ça passe. Je suis pardonné. Oui. On va se diriger tout doucement vers la fin de cette interview. J'ai 2 questions un petit peu particulières, un peu en dehors, un peu moins sérieuses. Ah, j'ai peur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que j'ai le choix? Non. Voilà, écoute, allons-y. Hein. Contre mauvaise fortune, bon cœur. J'ai pensé à toi par rapport à cette question, je me suis dit que ça t'irait bien. Si tu étais un personnage de jeu vidéo, quel serait ton pouvoir spécial que tu pourrais activer? Oh là là, on peut pas me poser des questions comme ça, moi. Là, tu vois, mon esprit part trop loin, mais quel type de jeu vidéo, quel univers, tu sais, le mec qui va chercher des trucs incroyables. Comme tu le sens. Mon pouvoir spécial dans un jeu vidéo, je pense que j'aimerais avoir la capacité... Je lance un dé, bouge pas. J'ai trop d'idées, je lance un dé, je suis désolé. Il y a trop de choix. Ok. J'aimerais avoir la capacité de manipuler les éléments, la matière. Ok. Pouvoir construire des choses facilement. Ok. Effectivement, ça doit être intéressant. Et la toute dernière question, j'aimerais te demander le mot de la fin. Un mot de la langue française que tu as envie de partager là, pas forcément ton préféré, pas forcément celui qui résume l'interview, mais un mot que tu affectionnes et que tu as envie de nous donner. Là comme ça... C'est pas forcément simple non plus. Hein. Non, c'est bien parce que c'est pas les questions les plus simples que tu me donnes là, c'est génial. Non, mais c'est cool, hein, c'est cool. Moi, je suis très content d'être venu. Je pense que je vais te donner le mot plénitude. Ok. Parce que c'est un peu ce que je... Alors, plénitude, c'est dans le sens d'une chose qui peut être complète, un peu presque d'hyperbole, en fait, dans la perfection d'un élément, d'un épanouissement. Plénitude, pourquoi? Parce que c'est un peu ce que je ressens parfois quand je suis entouré de tous ces gens exceptionnels qui forment ma commu, qui sont une petite trentaine, hein, c'est le noyau dur de ce qu'on est. Je suis entouré de toutes ces personnes qui sont extrêmement bienveillantes, qui viennent d'horizons très différents, qui se seraient jamais croisées autrement et qui arrivent ensemble à me donner l'envie de continuer de toutes les années que j'ai passées à construire des choses depuis que j'ai fait le Twitch et depuis que j'ai ces gens avec moi. C'est la première fois que j'ai l'impression que je crée quelque chose qui apporte vraiment aux autres. Okay. J'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit « Heureusement que j'avais ce que tu faisais, heureusement que je me suis mis là-dedans, heureusement que j'ai découvert ça. » Donc voilà, plénitude, c'est un peu ce que je ressens de temps à autre. Okay. C'est beau. N'est-ce pas? Je trouve.
Je te remercie beaucoup, Arch, d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Pour les auditeurs qui nous écoutent, je vous invite fortement à vous rendre en dessous de la vidéo pour pouvoir suivre tous les liens que Arch va m'envoyer, pour suivre ses actualités, suivre la sortie du livre, il ne va pas tarder. Et Arch, je te dis à très bientôt, certainement à Octogone l'année prochaine en réel, j'imagine. Tout à fait. Les dates viennent de tomber, je crois que c'est J'ai le vu 10 ça. ou 12 octobre, hein, il me semble que c'est ça. C'est Renseignez-vous, mais allez-y Octogone, allez-y. Hein. Merci beaucoup à toi en tout cas, et longue vie à cette communauté qui a l'air tout à fait Ouais. incroyable. Merci à eux, et je me permets de clôturer cette interview par notre espèce de leitmotiv, notre phrase de rassemblement par chez moi, si tu me permets. Ok, bien sûr, avec plaisir. Et ben écoute, terminons comme ça. Faites ce que vous voulez, profitez, mais n'oubliez jamais que le jeu de rôle, c'est la vie. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Salut.